Bienvenue à notre émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de science, deux grands points importants. Le premier, c'était comment fonctionnent les plaques tectoniques sur notre petite planète. Et deuxièmement, question de chiffre alphabet, pourquoi fait-il plus froid au pôle de notre planète qu'à l'équateur? Donc, restez avec nous, ce sera une excellente émission. Donc, lorsqu'on parle de plaques tectoniques, c'est se dire que nous avons une planète. Donc, si on prend ici mon micro, c'est une boule comme cela. Donc, je ne sais pas si on peut la voir comme il faut, une boule comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons une surface sur la planète. Et si on prend une surface qui est plane, parce qu'on est ici debout sur notre planète, si on regarde à l'horizon, tout semble plat. Mais lorsqu'on recule, on sait que cette partie plate se retrouve sur une sphère. Donc, lorsqu'on veut mettre une surface plane sur une sphère, il y a des joints ici, des parties qui ne sont pas égales. Et c'est ça l'idée des plaques tectoniques. Alors, notre Terre, qui est intéressant, nous avons notre noyau. Le noyau de notre planète est surtout fait de fer, sûrement nickel et autres métaux. Nous avons notre manteau planétaire, et il y a la croûte terrestre comme celle-ci. Et bonjour, chez Frère Fabé, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, lorsqu'on prend notre planète comme ceci, on va prendre un peu de rouge. Nous avons le centre de notre planète. D'après ce que je me rappelle, c'est plusieurs milliers de degrés Celsius, donc c'est une source de chaleur. Et puisque c'est une source de chaleur, il y a, si on prend ces idées de convection, la chaleur fait monter un certain magma parce qu'il y a une expansion et une diminution de la masse volumique. Ça veut dire qu'à d'autres endroits, il y a du magma qui retourne vers le centre de la Terre. Donc ici, comme cela. Donc on a ce qu'on appelle des cellules de convection. Je peux peut-être le montrer un petit peu plus grand, ça serait peut-être une bonne chose. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si nous avons ici le magma qui monte ici, il y a une limite à la surface de notre planète. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver, c'est que il y a des endroits où les parties vont s'éloigner ici. Il y a aussi d'autres parties qui vont se rapprocher comme cela. Donc, à quelque part, à la surface, nous devrions être capables de voir cela. Alors, si on regarde notre petite carte qui est ici, il y a certains endroits autour du monde où il y a des endroits où, à la surface, il y a des parties où on veut s'éloigner. Il y a des parties qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. Et il y a d'autres parties qui vont glisser comme ceci. Ce sont en gros les trois grandes catégories de mouvements des plaques tectoniques. Donc, voyons voir si on peut trouver quelques exemples. Donc, si on trouve cette carte ici, je vais voir s'il y avait une carte qui était fantastique que j'avais trouvée il y a quelque temps. Oh, là, je vais montrer ceci. Donc, c'est un excellent exemple ici qui montre le fait que lorsqu'on a le magma qui monte, il y a ici une nouvelle croûte terrestre qui va d'un côté et de l'autre. Et ici, on appelle ça une dorsale océanique. Je vais montrer un exemple, si je vais le montrer maintenant. Un exemple de dorsale océanique se retrouve dans l'océan Atlantique ici. Voilà, si on prend ici l'Amérique du Sud et on regarde ce coin-ci, et on regarde l'Afrique et il y a cette partie ici vers l'intérieur, on peut voir que c'est comme un morceau de casse-tête qui se rapproche et peut aller ici. Ça, c'est une théorie, mais il y a des géologues qui ont trouvé des fossiles en Amérique du Sud qui étaient similaires à des fossiles en Afrique ici. Donc, si on recule
des centaines de millions d'années, nous avions une Amérique du Sud et une Afrique qui étaient plus près l'un de l'autre et qui s'éloignent. Donc, on a ici voyons voir, nous avons ici une dorsale océanique qui est dans l'Atlantique. Ça veut dire que moi, je suis ici en Ontario et il y a des personnes qui sont en France ici. Et puisque l'Amérique du Nord est sur une plaque qui va d'un côté et que l'Europe va de l'autre côté, ça veut dire que si on est à Paris comparé à Toronto, il y a une distance d'à peu près 5 à 7 cm d'éloignement à chaque année. Ça veut dire que si vous étiez avec moi ici, apprenons en français, il y a un an, et que vous étiez en France, nous sommes maintenant à peu près 5 à 7 cm plus loin de l'autre parce qu'il y a ces plaques tectoniques qui bougent. Donc ici, c'est en rouge. Alors ici, il y a notre dorsale océanique. Ici, il y a quelques endroits où il y a une séparation. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, s'il y a séparation comme ceci, à quelque part, il doit y avoir des endroits où ils vont se rapprocher. Et il y a différents groupes ici. On appelle ceci des zones de subduction. Donc ici, on peut voir que si on se déplace d'un côté, on a la plaque qui va aller sous une autre plaque. Et la raison pour cela, c'est que les roches océaniques sont, on appelle ça sont mafiques. Ça veut dire qu'ils ont une densité beaucoup plus grande que les grands boucliers avec ces granites et des roches qui sont plus, qu'on pourrait dire, plus de couleur plus pâle, parce qu'ils ont moins de ces atomes pesants. Ça veut dire qu'on a cette partie qui a tendance à flotter beaucoup plus sur le manteau que cette partie qui est plus pesante. Et puisqu'on a ici notre continent qui est beaucoup plus solide et que notre nouvelle croûte terrestre ici est beaucoup plus mince, celle-ci va finir par aller à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque cette plaque tectonique descend vers le bas, il emmène avec ceci des roches qui vont être réchauffées encore. Mais il y a aussi des sédiments. Il y a aussi de l'eau qui va descendre. Il va y avoir certains gaz qui ont été développés avec la décomposition des matières organiques. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque nous avons ces matériaux qui se réchauffent, on se retrouve souvent avec des volcans qui se retrouvent dans ces zones de subduction. Donc, regardons notre carte pour voir si on a quelques exemples. Donc, si on prend par exemple la zone ici, nous avons une zone où nous avons ici le Japon, nous avons ici, on se rapproche de l'Indonésie, nous avons ces volcans qui sont près des continents ou forment des îles. De la même façon, en Amérique du Sud, ici, toute la chaîne de montagnes, ici, les Andes, sont tous basés sur le fait qu'il y a une zone de subduction qui entre sous un autre. Il y a un changement ici de chimie, ça réchauffe et ça veut remonter. Et on se retrouve avec des volcans. Et puis, c'est ça. Donc, si on regarde ici, on a une certaine zone ici de subduction autour de l'Italie et de la Grèce. Il y a souvent des tremblements de terre là-bas. Parce que pensez, si on a une croûte terrestre ici et une autre qui va en dessous, il y a de la friction qui se passe. Et en même temps, il y a des tremblements de terre. Et il y a eu des tremblements de terre en Italie qui étaient énormes depuis quelques années. Il y a eu aussi, si on pense au Vésuve, qui est un volcan, qui des fois est dormant, avec un certain temps, il peut se réveiller de nouveau. Donc, on a parlé du fait qu'il y a, avec nos plaques tectoniques, des plaques qui s'éloignent et des plaques qui se rapprochent et il y a des zones de subduction. Mais chose intéressante, lorsqu'on a deux plaques qui viennent une à côté de l'autre, il arrive quelquefois que un côté ne veut pas descendre, mais veut monter par-dessus, et l'autre côté peut-être ne veut pas rester dessus et ne veut pas descendre. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a deux plaques qui se rapprochent comme ceci, et qu'est-ce qui va arriver? C'est que, pensez à vous allez à la plage et avec du sable, vous poussez deux petits amontes de sable,
Et lorsqu'il va arriver un à côté de l'autre, ils vont s'ajouter ensemble et vont monter comme ceci. Alors, ceci arrive, bien sûr. Ça veut dire que les grandes chaînes de montagnes, comme par exemple les Alpes, les Rocheuses au Canada, voyons voir si je peux retrouver ma carte. Donc, nous avons les Alpes. Pourquoi est-ce qu'il y a les Alpes? C'est on a ici l'Amérique du Nord et l'Europe qui s'éloignent, mais il y a eu un temps où les deux se sont rapprochés et ont fait ces chaînes de montagnes. Nous avons ici les Rocheuses qui font partie du relief. Ici, dans l'est de l'Amérique du Nord, nous avons une chaîne de montagnes, une vieille chaîne de montagnes qui s'appelle les Appalaches. Mais ce sont des montagnes qui ne sont pas très hautes, mais ce sont pour certains endroits, ce sont des collines, d'autres endroits, ce sont des montagnes arrondies. C'est parce qu'avec les milliards d'années, lorsqu'on a des montagnes qui se sont créées, il y a eu l'érosion qui se sont passées. Donc, plus une chaîne de montagnes est vieille, plus elle est érodée. Mais chose intéressante, si on regarde ici, on a l'Inde qui est juste ici, et nous avons ici la Chine. On peut voir qu'il y a une zone de subduction ici. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un endroit ça veut entrer en dessous, mais il y a l'Inde. Alors, si nous avons l'Asie qui est ici, il y a l'Inde qui arrive par en dessous, qui monte vers l'Asie. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une chaîne de montagnes qui est créée. Et si on pense aux Himalayas, les Himalayas sont une chaîne de montagnes qui grandissent encore. Pourquoi? Parce qu'on a la plaque de l'Inde qui monte vers l'Asie. Maintenant, d'après ce que j'ai lu, alors les Himalayas peut-être auraient une croissance en élévation de peut-être une dizaine de centimètres, mais à chaque année, à cause de l'érosion, il y a une érosion d'une dizaine de centimètres aussi. Donc, la chaîne de montagne est plus ou moins stable à cause de l'équilibre ici. Donc, ça va. Donc, un autre type d'action avec les plaques tectoniques. Donc, on a parlé qu'il y a un éloignement, il y a un rapprochement, mais il arrive aussi qu'il y a des endroits qui peuvent avoir des glissements aussi. Donc, un exemple ici, c'est que si on prend la côte ouest américaine, si on prend par exemple San Francisco, on sait qu'il y a des tremblements de terre là-bas. C'est qu'il y a, dans la région de San Francisco, il y a deux plaques. La plaque ici du Pacifique et ici notre continent. Il y a un glissement qui est entre les deux. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il y a des micro-déplacements, tout va bien. C'est comme des petits tremblements de terre qui arrivent. Par contre, si à un certain moment, ce glissement arrête, il y a une augmentation de la pression et éventuellement, ça va glisser tout d'un coup. Et c'est lorsqu'il y a un glissement tout d'un coup qui fait qu'il y a des grands tremblements de terre. Donc, si on prend la partie ici, une des raisons de ces tremblements de terre, c'est ce glissement entre les... C'est un glissement entre les plaques tectoniques. Maintenant, je vais ajouter deux points qui est intéressant. On a parlé du fait que ici, lorsqu'on a le magma qui va monter vers le haut ou ici, nous allons avoir des plaques qui vont s'éloigner. Par contre, qu'est-ce qui arrive si on se retrouve ici avec une plaque tectonique qui est plutôt solide et ici, elle ne veut pas se distancer? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quelquefois, on va se retrouver avec des volcans à cet endroit spécifique. J'ai deux exemples de cela. Le premier exemple, c'est l'Islande. En Islande, on parle beaucoup de la géothermie là-bas. Et la raison, c'est qu'il y a un influx de magma en profondeur qui arrive sur l'île ici. On peut voir qu'il y a un certain glissement, mais il y a, on appelle ça en anglais des hotspots. C'est comme une montée de magma qui arrive et il y a toujours de la chaleur disponible. Donc ça, c'est un endroit. Et un autre endroit intéressant, c'est Hawaï. Et on peut voir que Hawaï est dans le milieu de la plaque du Pacifique. Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant.
Donc ici, on parle du fait que c'est comme un point chaud. Donc on a ici la chaleur qui veut monter et on a nos volcans ici. Voyons voir si je peux trouver un exemple de ce que je veux monter. Alors ici, voyons voir. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est un exemple ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Hawaï est une série d'îles volcaniques comme ceci, et la plus grande étant celle de notre île d'Hawaï, bien sûr, avec la capitale, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est que pensez s'il y a un magma, on a notre surface ici, le magma va monter, mais que si nous avons une plaque qui monte, qui bouge comme ceci, ça veut dire que à un endroit, le magma va sortir, on a un petit volcan. Mais si la plaque bouge, ça veut dire que le volcan, si, c'est intéressant, nous avons ici un magma qui monte, on a une petite montagne, et si on a une plaque qui bouge ici et on a un nouveau magma, on se retrouve avec une autre petite montagne. Ici, le magma ne bouge pas, c'est la plaque qui bouge et on a un autre volcan ici. Donc, on se retrouve avec une suite de volcans, un à la suite de l'autre, basé sur le fait qu'il y a un influx magmatique qui vient du manteau, mais que puisque la plaque tectonique bouge, on se retrouve avec des îles comme ceci. Et c'est toujours intéressant de voir cela. Et voyons voir si je peux... tiens, ça c'est fantastique. Donc si on regarde, ça c'est une photo. Alors on l'appelle ici, en anglais c'est un hotspot. On peut voir qu'ici on a les îles qui sont les îles d'Hawaï. Mais on peut voir que ça c'est les dernières îles. Les anciennes îles, avec le temps, finissent avec l'érosion et le temps à devenir plus petites et vont être dans le fond océanique. Donc, on peut voir qu'à ce point-ci, il y a toujours eu cet influx de magma, mais la plaque, alors si on recule ici, ça peut être quelques centaines de millions d'années, d'autres, alors on recule un peu plus qu'une centaine de millions d'années, ici c'est peut-être 150 millions d'années. On peut voir qu'il y a un déplacement de la plaque tectonique du Pacifique. Et c'est intéressant de voir cela. Et lorsqu'on pense à ceci, on se recule, on peut voir que notre planète est comme un engin thermique sur lequel il y a des mouvements internes qu'on ne connaît pas à 100%, mais qu'on a des indices à la surface. Donc, c'est toujours intéressant de voir cela. Donc, la prochaine question est pourquoi fait-il plus froid au pôle de notre planète qu'à l'équateur? Donc, voyons voir. Ce qui est important de penser, c'est que, premièrement, notre source de chaleur qui est la plus importante est le Soleil. Il y a une petite source de chaleur à l'intérieur de notre planète, mais c'est négligeable comparé à la quantité d'énergie venant du Soleil. Maintenant, si on pense à notre planète Terre, comme ici, nous avons une forme sphérique, premièrement. Nous avons ici un axe de rotation qui tourne ici à tous les 24 heures. Ça veut dire que la rotation le long de l'axe nous donne nos journées. Une autre chose intéressante, c'est que notre planète n'est pas en rotation selon un axe vertical, mais il est un axe qui est ici à un angle d'à peu près 23,5 degrés. Donc, il y a une rotation qui est comme ceci. Ça veut dire que c'est intéressant parce que si nous prenons le Soleil ici, le Soleil nous envoie des rayons ici et c'est distribué uniformément parce qu'à cause de la rotation, à tous les 24 heures, les rayons du Soleil vont affecter toute notre planète. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons nos rayons du Soleil qui arrivent ici,
il y a certains rayons qui vont arriver de façon très, très directe. Et si on regarde ici, il y a des rayons qui vont couvrir une surface beaucoup plus grande. Donc ça ici, c'est un des premiers aspects que je voulais mentionner. Lorsqu'on est le plus près de l'équateur, nous avons des rayons qui est beaucoup plus direct sur notre planète. Maintenant, voilà. Ça veut dire que ici, le long de l'équateur, ici, c'est plus chaud. Donc, si on prend certains pays voyons voir si on peut trouver une autre carte. Nous avons des cartes, aussi bien les utiliser. C'est toujours intéressant. Voyons voir si... Utilisons notre carte qu'on avait tout à l'heure. Donc, si on regarde l'équateur ici, on peut voir qu'il y a une température constante le long de l'équateur. Et c'est pour ça que si nous prenons par exemple le nord de l'Amérique du Sud, nous avons ici le Mexique, les Caraïbes, nous avons ici toutes ces îles, les Seychelles, nous avons Madagascar, nous avons cette idée qu'en Inde, il n'y a pas de grands hivers là-bas. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une température assez constante tout au long de l'année. C'est à cause que, en général, les rayons du soleil sont beaucoup plus directs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque les rayons sont sur une sphère beaucoup plus haut ici, ou beaucoup plus bas, la même quantité de lumière ne sera pas aussi concentrée. Je vais remettre... Alors, les rayons ne sont pas aussi concentrés en haut et en bas. Donc ça veut dire que si nous avons peut-être 50% ou 30% de l'énergie, parce qu'elle est éparpillée sur une plus grande distance, ceci sera plus froid ici et plus froid. Donc ça, c'est un aspect à considérer. Donc s'il fait plus froid, si on a de l'eau qui est en vapeur, celle-ci sera plus en eau. Et si la température est beaucoup plus froide, ce sera de la glace. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que avec le temps, lorsqu'il fait plus froid, on a des hivers, bien sûr, qui arrivent, on a de la neige qui va tomber. Ça veut dire que, voyons voir si on peut trouver une couleur. Ça veut dire qu'avec le temps, on va se retrouver avec des endroits où il y aura accumulation de glace. Donc, n'oubliez pas que nous sommes au printemps ici en Ontario. Ça veut dire que si moi je suis à Toronto ici, à Toronto, durant l'hiver, nous avons de la neige parce qu'il fait plus froid. Et durant l'été, la neige fond et on a des températures plus chaudes. Si on est à un endroit plus près de l'équateur, il n'y a pas de neige qui tombe durant l'hiver. Par contre, plus on monte ici vers le haut, il y a les saisons. On a la neige l'hiver qui va fondre l'été. Mais si on monte plus au nord et on va plus au sud ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que les hivers sont beaucoup plus longs. Donc, les périodes de froid sont beaucoup plus longues que les périodes chaudes. Ça veut dire que oui, il va neiger. Par contre, il y a accumulation de neige et de glace, mais durant l'été, lorsqu'il fait plus chaud, là, ça va commencer à fondre. Mais il n'y a pas assez de chaleur pour faire fondre toute cette neige et cette glace. Et donc, il y a une couche qui est préservée pour l'hiver suivant. Il y a une accumulation de neige. Et cette accumulation de neige, au printemps, va fondre. Et à un certain temps, lorsqu'il va recommencer à faire froid, il y a de la neige. Donc, il y a des couches de neige et de glace qui sont formées. Donc, si on a un glacier, comme ceci, alors ici on peut voir 150 ans, 300 ans, on peut avoir 1000 ans, et la question c'est,
Plus on descend comme ceci, ces parties nous donnent des données sur les conditions atmosphériques de la planète avec le temps. Je vais en parler tout à l'heure, ceci parce que c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, avec les années, il y a accumulation de glace. Mais il y a encore quelque chose d'autre à penser. Lorsque nous avons de la lumière qui arrive ici, au pôle Nord et au pôle Sud, s'il y a de la neige, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière se réfléchit beaucoup plus facilement. Donc, pensez s'il y a des personnes qui font du ski ici l'hiver, où vous allez jouer à l'extérieur. Souvent, on revient, on a des personnes avec un visage où on devient un peu bronzé. Et la raison, c'est qu'on a la lumière du soleil qui vient d'en haut et la lumière réfléchit vers le bas. Et ça, on le sait parce que les personnes qui portent des lunettes, lorsqu'ils les enlèvent, on peut voir le tracé des lunettes sur une peau plus bronzée. Donc, ici, nous avons absorption de la chaleur par les terres, par les océans, par des plantes. Et lorsqu'on est ici, s'il y a de l'eau, l'eau va absorber la chaleur, mais il y a aussi de la réflexion de la lumière et de la réflexion de l'énergie. Ça veut dire qu'à cause de la propriété de cette matière blanche, qui est cette neige et cette glace, une partie de la chaleur qui pourrait rester ici est réfléchie dans l'espace beaucoup plus facilement. Et donc, la conséquence de ceci, c'est que tout à l'heure, il faisait un peu plus froid. Maintenant, il fait beaucoup plus froid. Parce que cette énergie n'a pas la chance de rester à cet endroit. Donc, si on regarde la question de chiffre alphabet ce matin, pourquoi fait-il plus froid au pôle de notre planète qu'à l'équateur? C'est à cause de ces deux situations. Le fait que notre énergie du soleil est beaucoup plus éparpillée et non pas aussi directe, et qu'il y a cette réflexion de l'énergie dans l'espace. Et ces deux aspects font qu'il fait plus froid au pôle Nord. Et donc, l'été, il n'y a pas assez d'énergie et ces temps chauds ne sont pas assez longs pour pouvoir être capable de faire fondre cette glace. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ça, j'espère que ça répond à ta question. C'est une excellente question aujourd'hui. Et ça va m'amener à un autre point intéressant qui s'appelle, on parle de climat et de changement climatique dernièrement. Et voyons voir si on peut ajouter des infos ici. Alors, comment savons-nous? Alors, je vais enlever ceci. Alors, merci, chiffre alphabet. Comment savons-nous qu'il y a des réchauffements climatiques? Les personnes vont dire, ah, il fait plus chaud l'hiver, il fait plus chaud l'été, les hivers, il y a moins de neige. D'autres personnes vont dire, oui, mais ici, il fait plus froid. D'autres endroits vont dire, oh, on a des inondations maintenant qu'on n'avait pas avant. D'autres personnes vont dire, il y a des sécheresses qui existent maintenant qui n'existaient pas dans le futur. Donc, lorsqu'on parle il y a des personnes qui vont parler de réchauffement climatique, d'autres personnes vont parler de changement climatique. Et c'est la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des changements dans nos climats. Et suite à cela, on a besoin de données scientifiques pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'on remarque qu'il semble y avoir une augmentation de la chaleur globale. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de réchauffement climatique. Alors, regardons quelles sont les preuves qu'il y ait des réchauffements climatiques. Donc, nous savons que le Soleil est ici et il nous envoie de l'énergie. Ça va. Ce qui est intéressant avec notre petite planète, c'est qu'il y a une atmosphère. Et donc, lorsque l'énergie ici touche notre planète, les sols vont se réchauffer, nos océans vont absorber de l'énergie. Et si on regarde ici, on va regarder cette carte, c'est que le long de l'équateur, il y a beaucoup d'eau. Donc, ce qui arrive, c'est que la Terre absorbe une certaine quantité d'énergie, mais la nuit, cette énergie est réfléchie ou est redonnée à l'espace. Mais lorsqu'on a des océans,
l'eau a une grande capacité thermique, une grande capacité d'absorber de l'eau. Donc ça veut dire qu'ici, il semble qu'il y ait plus d'absorption d'eau. OK. Mais l'équateur n'a pas changé depuis des millions d'années. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des changements maintenant? Alors, il faut se poser d'autres questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué, alors, au pôle, non. À l'équateur, c'est plus difficile de remarquer. Donc, ils ont dit, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a des observations possibles? Et on a regardé au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, au pôle Nord et au pôle Sud, il y a les calottes glaciaires et il y a de la glace. Okay. Est-ce qu'on peut trouver des informations intéressantes avec ceux-ci? Lorsque nous allons sur un glacier, je sais que dans ma classe, il y a un endroit, c'est au pôle Sud, c'est Vostok comme ceci. Il y a quelques kilomètres d'épaisseur de glace. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on est ici, nous avons des informations sur la composition de l'eau, nous avons des informations sur, il y a des petites bulles d'air dans la neige et la glace, on a des données sur la composition de l'atmosphère, donc la quantité de CO2, d'oxygène, de dioxyde de carbone. On peut même trouver des pollens pour voir, avec les grands vents, le pollen qui peut se retrouver ici. On peut même trouver dans ces glaces des cendres volcaniques. Et ça peut nous donner des informations en disant qu'il y a eu un volcan cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'information que j'ai ici, si je vais à cet endroit dans la profondeur, je peux trouver à cet endroit la composition de l'eau, des petites bulles d'air qui vont nous donner la composition de l'atmosphère. Il y a aussi le pollen qui peut exister. S'il y a des cendres volcaniques, on peut les voir. Si on va ici, on a aussi 300 ans. Si on va ici, on peut avoir des informations sur il y a 1000 ans. Et si on descend en profondeur, on a la chance de pouvoir, je pense qu'on peut reculer plusieurs centaines de milliers d'années. Et bien sûr, on peut comparer ces données pour voir quels sont les changements entre ici, il y a 100 000 ans, comparé à il y a 1000 ans, comparé à 150, comparé à maintenant. Donc, les chercheurs utilisent ces informations. Et une des choses qui est intéressante, c'est que la composition de l'eau est un indice. Maintenant, s'il fait froid, à chaque année, il y aura une couche de glace qui sera formée. Et ça, c'est fantastique. Par contre, s'il y a un été où il fait plus chaud, ça peut arriver que l'épaisseur de glace et de neige qui a été précipitée cette année-là, s'il fait très très chaud, c'est que cette épaisseur de matière va fondre et va même commencer à faire fondre l'année précédente. Et s'il fait très très chaud, va fondre encore d'autres glaces des années passées. Donc s'il fait assez froid, la neige va continuer à monter en couches. S'il fait moins froid, ces couches peuvent être plus minces ou peuvent même disparaître. Donc, c'est comme ça qu'on peut remarquer les températures globales des pôles Nord et température globale au pôle Sud. Parce qu'au Groenland, il y a une grande masse de glace pour nous aider. Donc, les scientifiques utilisent beaucoup ceci. Maintenant, s'il fait plus chaud, on a remarqué que, OK, s'il y a de l'eau qui est en glace au pôle Nord et au pôle Sud, qu'est-ce qui arrive si ces glaciers fondent? Ça, c'est une question qui est intéressante. Donc, je vais juste voir si je peux trouver une photo de glacier, juste pour vous montrer. J'aurais dû prendre mes notes de cours, ils sont à quelque part, mais j'ai été un peu... Alors, j'ai moins de temps. Ici, photo glacier, couche de glace. Bon, j'essaie de voir. Quelquefois, on peut voir une photo de glacier et on peut voir
les couches à l'intérieur. On peut voir ça ici. Donc, voici un exemple. Donc, on a ici des glaciers. On peut voir que la glace est quand même, comment je pourrais dire ça, est quand même à une certaine fluidité solide. Donc, on peut le voir, et c'est cette photo que je veux voir. Regardez ici. On peut voir sur ce glacier, lorsqu'il arrive dans l'océan, on peut voir ici les couches, et c'est là qu'on peut voir, on peut étudier ce qui a pu arriver avec le temps. Donc, on peut voir si on a des couches plus foncées, on a de la poussière ici, ça peut être des cendres, mais ça peut être aussi le fait qu'il a fait beaucoup plus chaud pendant un certain temps. Donc, les particules, les poussières qui ont été accumulées pendant un certain temps se sont accumulées à cette zone de fonte. Mais regardez la glace ici. Cette glace n'est pas dans l'océan, elle est à l'extérieur de l'océan. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'il y a eu évaporation de l'eau avec le temps, et cette eau s'est précipitée au pôle nord et au pôle sud. Fantastique. Maintenant, s'il y a réchauffement planétaire, nous remarquons que les glaciers au pôle nord et au pôle sud commencent à fondre parce que certaines calottes glaciaires deviennent de moins en moins épaisses, et nous avons des icebergs qui sont de plus en plus créés parce que des plaques entières de ces calottes ici se brisent et commencent à flotter. Mais ça ici, ce n'est pas de l'eau qui est salée, c'est de l'eau douce qui a été évaporée et précipitée. Donc on a ici de l'eau qui arrive dans les océans, qui avait quitté un certain temps. Alors, la conséquence ici, vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'il y a une augmentation des niveaux des océans. Une des raisons de cela, c'est qu'il y a de l'eau des glaciers, donc de l'eau qui a été enlevée des océans pendant un certain temps, et maintenant, cette eau revient dans les océans. Une autre chose aussi à considérer, c'est qu'à l'équateur, les océans absorbent de l'eau. Les océans absorbent de la chaleur de notre Soleil. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a de plus en plus d'eau. Il y a des gaz à effet de serre, donc l'ensemble de notre planète réchauffe un petit peu. Donc, l'eau a une expansion thermique. Donc, conséquence, on a un volume d'eau qui augmente dans les océans. Ça veut dire que les niveaux changent. Et ça peut être dangereux pour certaines personnes. Parce que, voyons voir, si nous avons ici, nous avons un continent comme ceci, et que nous avons de l'eau. Si l'eau augmente de 1 mètre, ça, ce n'est pas très difficile. On peut s'adapter à cela. Le problème, c'est que si le continent est comme ceci, donc on a ici alors une pente qui est plus douce et que nous avons notre niveau des océans ici et qu'il y a augmentation de 1 mètre, nous avons ici toute cette zone où il y a des centaines de millions de personnes qui ont des maisons, les grandes villes. La plupart des grandes villes se retrouvent près des océans pour le transport des biens et services, et ainsi de suite. Donc, un changement de niveau ici nous dit que il y a un réchauffement qui arrive. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, les océans, dilatation, la neige, on a ceci, et le rapetissement des calottes glaciaires à chaque année. Donc, on regarde les calottes glaciaires lorsque on a, voyons voir, je vais voir si je peux l'amener la semaine prochaine. On regarde par exemple en septembre la calotte glaciaire ici au pôle nord et au pôle sud. Donc, si on regarde à la même année, on veut savoir quelle est l'étendue des glaces à la fin de l'été. Durant l'hiver, il y a plus de neige, la glace va être formée, mais l'été, ça va fondre. Donc, si les calottes glaciaires deviennent de plus en plus petites, la conséquence de cela, c'est que les étés où l'environnement est plus chaud,
Et donc, il y a de plus en plus de glace qui fondent. Et ça, c'est un problème pour notre environnement. Voilà. Donc ça ici, changement climatique. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les personnes n'aiment pas ces changements climatiques? C'est que les changements climatiques qui arrivent sur, je ne sais pas, sur 50 ans ou sur 15 ans, cela endommage beaucoup nos infrastructures parce que nos villes sont faites souvent, sont bâties sur plusieurs centaines d'années. Donc, on a une ville qui est à un endroit, mais s'il fait beaucoup plus chaud et il y a beaucoup de sécheresse, les agriculteurs ne peuvent plus cultiver à cet endroit. Mais c'est difficile de déménager une ville entière pour pouvoir changer où l'agriculture se fait. Si les températures des océans changent, ça veut dire que tout le système de pêche, le pêche de poissons pour l'alimentation, va changer aussi. Et ça, ce n'est pas drôle. S'il y a de plus en plus de tempêtes, donc si on regarde depuis quelques années, je vais retourner avec ma carte initiale. Voilà. Si on regarde cette carte-ci, et depuis quelques années, les typhons qui arrivent et qui commencent dans le Pacifique, on se retrouve avec des inondations qui sont terribles dans l'Asie du Sud, ici, et du Sud-Est. Depuis quelque temps, il y a ici, dans l'ouest de l'Afrique, des grandes tempêtes. Je regardais dans l'actualité, à Madagascar, il y a eu un typhon il y a quelque temps, et les infrastructures sont endommagées. Donc, les changements climatiques, ce n'est pas seulement le fait qu'il fait plus chaud, c'est que ça affecte l'ensemble des conditions météorologiques qui gèrent un peu nos vies à tous les années. Donc ça, c'est intéressant de ce côté-là. On a parlé de changement climatique, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et cela m'a amené à penser à cela lorsque Gilles Fabet ce matin a parlé de sa question « Pourquoi fait-il plus froid au pôle de notre planète qu'à l'équateur ?» Alors sur ce, je vais voir s'il y a une question supplémentaire, indiquez-le dans la section chat, sinon on va compléter un peu plus tôt aujourd'hui. Voyons voir. Il arrive quelquefois que les émissions sont un peu plus improvisées. C'est le cas aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons eu la chance de pouvoir discuter de plaques tectoniques. On a aussi parlé de climat et on a aussi parlé de pourquoi est-ce qu'il fait plus froid au pôle Nord et au pôle Sud qu'à l'équateur. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu la chance de poser vos questions, indiquez-les dans la section clapartage, dans la section commentaires. Je regarde toujours vos questions parce que j'adore y répondre. Merci Gilles Fabet pour ta question aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Et pour les autres, si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne et je vais vous donner ici une suggestion de vidéo parce qu'on va se voir dans un instant. Alors au revoir.